Erev Tov à tout le monde, Shalom Aleichem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nous et pour tout le Ham Israël, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu déverse Shefa Bracha, Shalom, Shalva, qu'Akadosh Baruch Hu amène au Ham Israël la Geoula et la Simcha. Nous allons voir Be'ezrat Hashem à travers la paracha de cette semaine des notions fantastiques qui vont nous donner la vigueur, l'élan, la foi, la Géoula, le Shalom, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nous et pour tout le Ham Israël. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a des bonnes nouvelles à annoncer, mais Ezrat Hashem, beaucoup de simcha chez tout le monde. C'est écrit dans le Rama, Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Aleph, Seif Aleph. Le premier Seif, le premier paragraphe par lequel le Shulchan Aruch et le Rama ouvrent toute la halacha. La halacha, c'est, tout le monde sait ce que c'est comment on doit se comporter, comment on doit réaliser, pratiquer la Torah et les mitzvot. Il y a la Gemara avec les Mefarshim qui développe les conseils, les contextes, on va dire, les sougiotes, les sujets, qui développe l'étude, la Gemara avec les poskim, mais comment on doit se comporter dans Ilchot, Brachot du matin, Netilat Yadayim, Shabbat, Kashrut, Nida, Even Haezer, Choshen Mishpat, le Shulchan Aruch a constitué la halacha sur 4 livres. Orach Chaim, Yoredea, Even Haezer et Choshen Mishpat. Le premier séif par lequel le Shulchan Aruch ouvre Idgaber Kari Lamod Baboker Lavodat Bor'o. Idgaber Kari. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. C'est comme ça qu'il ouvre tout le concept, tout le thème de la halakha. Idgaber Kari. Un juif, il doit être fort comme un lion. En vérité, ce que nous dit le Shulchan Aruch, c'est déjà une Mishnah, mais en vérité, c'est un pasouk qu'a dit Bil'am Harasha, En Am Kelavi Yakum. Bil'am l'impie a compris la qualité propre du Ham Israël, En Am Kelavi. La vie, c'est un lionceau. Idgaber Kari. Faire la halacha, pratiquer la halacha dans tous les domaines, tfilin, shabbat, kashrut, nida, lashon hara, etc., etc., il faut être fort comme un lion. Alors il faudra étudier qu'est-ce que le lion et qu'est-ce que la gvura, qu'est-ce que la puissance du lion. Il y a de nombreux mefarshim qui expliquent, bien sûr, quelle est la force du lion. Yehuda, également, dans les 12 tribus, est comparé au lion. Arié. Qu'est-ce que ça veut dire être fort comme un lion? On pourrait dire, c'est ce que va dire le Mishnah Brura, être fort comme un lion, ça veut dire lorsqu'on est pris par son Yetzer Hara, par son penchant, par ses pulsions, par ses natures, etc., il faut être fort comme un lion face au Yetzer Hara. Ça, c'est le pshat du Mishnah Brura du Chafetz Chaim Zichrono Livracha. Je voudrais ce soir, à travers la paracha de cette semaine, proposer une autre approche. Qu'est-ce que ça veut dire être fort comme un lion? Rabbi Moshe Serlich, le Rama, a noté sur le Shulchan Aruch. On ne va pas tout le lire, même s'il est très important. On va lire 2 phrases. Shiviti Hashem lenegdi tamid.
Il a dit David Amelech, j'ai placé Akadosh Baruch Hu devant moi tout le temps. David Amelech, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, toutes ses œuvres, ses combats, etc., il a placé Hachem en face de lui. Shiviti Hachem lenegdi tamid. Qu'est-ce que ça veut dire tamid? Au sens premier, important, tamid, ça veut dire tout le temps. Si on a Hachem en face de nous quand on fait la tfila, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on pratique des mitzvot, David Amelech, il a dit, moi j'ai placé Hachem devant moi tout le temps. Pas seulement lorsque je prie, lorsque j'étudie ou lorsque je fais des mitzvot. C'est même dans les domaines où je ne prie pas, dans les moments où je ne prie pas, où je n'étudie pas la Torah, où je ne suis pas en train de faire une mitzvah. Quoi que je fasse dans ma vie, j'ai placé Hachem devant moi. Ça veut dire que la Gvura du Hari, la puissance du lion, c'est ce phénomène de placer Hachem devant soi, tamid. Tout le monde croit en Dieu, plus ou moins, un peu plus, un peu moins. Il y a plein de niveaux dans la Emouna. Mais d'arriver à avoir cette conscience que Hachem, il est devant moi, tout le temps, tamid. Ça, il faut de la Gvura. Il continue le rabbin, Rabbi Moshe Isserlich, Velo yitbayesh mipene bene Adam, amal'igim alav ba'avodat Hashem yitbarach. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être gêné, lo yitbayesh mipene bene Adam, face aux hommes, amal'igim alav ba'avodat Hashem yitbarach, qui se moquent de toi lorsque tu es en train de servir Hachem. Ça veut dire qu'il y a des mal'aïgim, mal'aïg, lo'eg. Mal'aïg, c'est un moqueur. Mal'aïg, c'est celui qui me met mal à l'aise. Je veux faire une mitzvah, une halacha, une midatova, un ba'asim tovim, et il y a quelqu'un en face de moi qui est mal'aïg, qui se moque, qui me met mal à l'aise. Et ce regard de l'autre, bien souvent dans la vie, il nous freine et il nous empêche d'aller au-delà. Donc, idgamer kari, être fort comme un lion, ça veut dire ne pas être gêné, ne pas être mitbayesh devant ceux qui se moquent de nous. Lorsque je lis et relis et relis cette phrase du Rama, je me dis, dans un premier temps, Baruch Hashem, on n'est pas toujours face à des gens qui se moquent de nous. Il y a des gens qui apprécient ce que nous faisons. Certes, il y en a qui se moquent, qui n'apprécient pas. Alors, dans cette situation, il dit le Rama, ne tiens pas compte des moqueurs. Mais, qui sont ces moqueurs? Qui sont ces mal'aïgim alav, ba'avodat Hashem yitbarach? Il dit le Mishnah Brura quelque chose d'incroyable. C'est Yves Katanvav. Il dit de même si on se trouve devant des gdolim, lo yitbayesh mehem. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement les gens qui sont loin de la Torah, ce ne sont pas seulement des gens qui ne croient pas en Dieu, ce ne sont pas des gens qui sont mal intentionnés, qui se moquent de nous, et qui créent ce mitbayesh, cette boucha. On peut se retrouver face à des gens qui sont plus grands que nous en Torah, devant un Talmid Chacham, devant un Gadol, devant son Rav. Alors on est gêné de faire la Torah et les mitzvot. Ça veut dire que aussi bien le mal'aïg
que le gadol, aussi bien le moqueur que le gadol, il va me mettre mal à l'aise. Comment on combat cette boucha, ce mitbayesh? Jusqu'où ça va, ce malaïg et ce gadol qui nous freinent? Ça peut paraître paradoxal, mais il y a des situations dans la vie où on n'est pas à l'aise, et donc on ne fait pas bien les choses. Il dit le rabbin ne soit pas freiné par ceux qui se moquent de toi. Et le Mishnah Berurah rajoute Zaïd, au nom du Bach, Rabbi Yoel Sirkish, le Baït Hadash, il rajoute n'aie pas honte de ceux qui sont plus grands que toi. C'est incroyable. Alors, de me dire qu'il ne faut pas être mitbayesh, je l'entends. Mais comment on surmonte cette boucha? Comment on répond à cette boucha? Non pas que je réponde à la personne, je dis à quelqu'un, bon, désolé, je te laisse, je dois aller faire mincha, il va se dire, ah, ça va, t'es religieux, pour qui tu te prends? Ou bien un gadol, j'ai envie de faire quelque chose, mais devant le gadol, je suis gêné. Des fois même, on se dit, mais si le gadol, il ne le fait pas, je ne vais pas le faire moi. Alors là, la halakha, elle dit, n'aie pas honte, ne sois pas freiné. Mais, ok, comment on fait? C'est une réalité qu'on est mitbayesh devant les malaïgim ou devant les gdolim. Comment on aborde le sentiment et comment on corrige le sentiment de la boucha? Ici, c'est une honte, une gêne mal placée. La boucha, ça peut être une bonne qualité, comme toutes les midotes. Comme Pinchas qui n'a pas été mitbayesh de faire ce qu'il fallait faire. Oui, là vous me dites comme Pinchas. C'est juste, vous avez raison. Mais comment il a fait Pinchas? Je veux comprendre, je vais essayer avec vous de réfléchir comment on fait pour répondre. J'ai honte, je veux faire quelque chose, les gens ils se moquent de moi. Ce n'est pas malheureusement que les goïms, ou certains goïms qui se sont moqués, qui se moquent des juifs. Il faut commencer par avoir une estime de soi. Ok. Alors, premièrement, Madame Bocara, il faut s'inspirer des Gdolim. Mais des fois, les Gdolim, c'est eux qui nous freinent. Mais bon, on va apprendre des Gdolim. Il faut donc une image, une référence. Madame Tsipora, vous dites, il faut de l'estime de soi. Comment on acquiert l'estime de soi? Comment ça se travaille? Comment ça s'acquiert? J'ai honte, je veux faire une mitzvah, je veux faire une bonne action, je veux travailler une mida. Il faut savoir faire les choses de manière entière et intègre. Il nous dit notre cher ami Moshe, il faut faire les choses de façon entière et intègre. Je vous pose une question. Bonsoir à tout le monde. Comment? Ce que vous dites, c'est vrai. Mais comment on fait? Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, n'est-ce pas, par la conscience de la présence du divin. Alors c'est intéressant ce que vous dites, Monsieur Meyer, parce que vous voulez relier ça au début du rabbin, Shiviti Hachem, l'Enegditamit. Je vous pose une question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il faut vivre ce que l'on fait. Tout ce que vous dites, Morav et Rabotai, c'est juste. Mais comment? Pardon que je suis un peu lourd, mais comment? Je vous pose une question, très chers amis. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être mitbayesh? Traduisons-le dans le sens le plus large. J'ai honte, je suis gêné, je me sens pas capable, je me sens pas au niveau, je me sens petit, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une situation dans la vie où vous voulez faire quelque chose, une tfila, une mitzvah, une bonne action, vous avez une idée, et puis il y a un regard où des gens inférieurs, les malaïgim, ou des gens supérieurs, des gdolim, qui vous freinent. Sinon, peut-être dommage. Si oui, est-ce que ce que vous m'avez écrit là ce soir, est-ce que ce que vous avez proposé vous a aidé? Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit, Morav Rabotai.
Mais comment? Il faut travailler son mode intérieur pour pouvoir s'y placer. Son monde intérieur, la pnimiyut. En réalité, ça c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que le mythe Bayesh, paradoxalement, il s'enferme dans son monde intérieur. Alors comment faire pour que le monde intérieur, pour le moi intérieur, va briller, va scintiller vers l'extérieur sans être dérangé, sans être gêné, sans être mitbayesh par tout ce monde qui m'entoure. Et en vérité, et on verra par la suite, je vous le dis un petit peu maintenant, que les Malgim, sans remettre à Hachem lors du choix action, parfois ça déclenche de l'admiration. C'est vrai. Des fois, on a honte d'Hachem, comme il écrit Rabbeinu Yonah, la boucha devant Akadosh Baruchou. Bon, mais là-bas, c'est la boucha dans le sens positif, puisqu'il a honte de sa Avera, il a honte devant Hachem. Mais comment on fait? Voilà, j'ai envie de faire quelque chose, parce que ce que je voulais vous dire, si les fondations sont solides, difficile d'être ébranlé. Alors, très bien, voilà. C'est quoi la solidité des fondations? Nous allons voir. Volonté, action et intégrité. Est-ce qu'on peut sortir de ce... Est-ce qu'on peut dire ça de Shabbat? J'ai pas compris pourquoi vous ramenez ça à Shabbat. Est-ce qu'on peut sortir ça de Shabbat? J'ai pas compris, Bechila. J'avance, je vous laisse écrire, je lis. J'ai les yeux sur l'écran. J'ai pas compris avec Shabbat. Qu'est-ce que vous voulez dire, Bechila? En vérité, on va le voir par la suite. Shabbat, c'est un peu le parallèle de ce que vous décrivez entre l'intérieur et l'extérieur. C'est intéressant ce que vous dites, parce que Shabbat, c'est les mêmes lettres que Bochet. Il faut dire sur mon intérieur. Shabbat, c'est les mêmes lettres que Bochet. Exact. Mais si on le vit dans le Shabbat, déjà c'est une dimension ce que vous dites, hein, c'est les mêmes lettres, hein, Shabbat et Bochet, ça vient pas de moi, hein, c'est écrit dans les Sfarim. Mais si on arrive à le faire pour Shabbat, vous savez, Shabbat, c'est, comme vous dites, c'est de la pénibiout, de l'être. Sfatémet parle beaucoup de ça. Et ça nous permet de briller vers l'extérieur. Mais ça, c'est encore un travail de moi vis-à-vis de moi ou de moi vis-à-vis d'Hachem. Mais là, on est devant des humains. Ça veut dire, il y a, même l'exemple, j'aimerais bien fermer mon magasin Shabbat, mais tout le monde me regarde et tout le monde donne son avis et ça me met mal à l'aise. Ici, la boucha, c'est le mitbayesh, c'est le mitbayesh du regard des autres. Comment on fait pour se défaire de ça? Il faut inspirer que l'autre inspire notre bonne action. Mais alors là, vous êtes déjà dans l'autre. On ne construit rien de solide sur des samouvants. Oui, mais comment Vous avez raison, je vais même briller vis-à-vis de l'autre, je vais le ramener. Ou pas, ça c'est encore une autre avoda. Comment on fait? Regardez, Rabotai, on va avancer un peu, on va voir. Ces malaïgim-là, on s'est rendu compte dans l'histoire de l'homme que les malaïgim, en vérité, le monde entier est malaïg. Parfois même les parents, les enfants, les proches, vous voulez faire quelque chose, parfois c'est le conjoint. Vous voulez faire quelque chose et puis votre conjoint, il ne vous prend pas au sérieux. C'est dramatique, bien sûr. Comment on fait, Morav et Rabotai? Comment on sort de la malaïgoute de l'autre? Tout autre soit-il. Echad, comment vous ne dites pas comment. J'ai pas dit que moi je vais dire, hein, mais on va, sur ce que vous dites, vous avez raison, on va essayer de le travailler de façon concrète. J'ai lu quelque chose d'exceptionnel dans la paracha de cette semaine. Je vais vous montrer dans les psukim un constat que fait Rav Gamliel Rabinovitch dans son livre Tiv HaTorah. La paracha de cette semaine, parachat Va'era, on va prendre le texte. Si vous avez un chumash, vous allez voir, c'est extraordinaire. Enfin, moi, ça m'a fait vibrer. Je me suis dit, je ne peux pas le garder pour moi. On va le partager. On va prendre le chapitre 6, verset 11. On va aller voir
6 psukim, pardon, j'ai pas vu, là, il y a un message qui est arrivé, mais j'ai pas vu une toute petite seconde. Vav Yud Aleph. Oui, vous écrivez, peut-être qu'il faut les vers de la Géoula pour le faire, peut-être qu'il faut prendre les vers de la Géoula pour le faire en soi. Comment? C'est quoi? Ah, vous voulez dire Veotseti, Vegalti? Je vais pas aller dans ce qui vous... Ok. Parce que, oui, il faut se libérer, vous avez raison, il faut se libérer de cette boucha. En vérité, mais bon, c'est pas un chiour de psychologie, de toute façon, je ne suis pas psychologue, ni psychanalyste ou quoi, j'aime beaucoup tout ça, mais en vérité, d'abord, il faut analyser pourquoi. Pour savoir comment je vais gérer ma boucha de la malaïgoute de l'autre, il faut d'abord que je comprenne, en vérité, pourquoi je suis mitbayesh. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire la tfila, on se moque de moi. Alors bon, je la fais pas comme un tzaddik. J'aimerais faire en concevant l'après. Bah. Ça, c'est encore un thème. Ça me rappelle un article du Lechadodi, je crois, il y a 2-3 semaines ou un mois, je ne me rappelle plus. Mais l'après. Mais en vérité, il faut analyser pourquoi j'ai honte. Je veux faire la tfila, on est à table en famille, je dis excusez-moi, je vous laisse, parce que maintenant il y a Minyan, je vais au Beth Knesset. Tout le monde, ah ça va, tu vas pas faire le religieux, tu vas faire le rabbin. Ou bien on veut m'inviter manger quelque part, je dis excusez-moi, mais moi dans la cache-route, je suis très macpi, je fais très attention. Ah ça va, tu vas pas devenir, je sais pas pour qui tu te prends. Bon, alors il y a des gens avec qui on ose un peu parler, des gens on n'ose pas, puis on se retrouve avec un truc dans la bouche qu'on n'avait pas envie de manger. Mais en vérité, pourquoi t'as honte? C'est quoi le problème? Pourquoi t'as honte? Pourquoi tu es mis de Bayesh? Pour savoir comment on règle la boucha, on redoute la réaction. Vous avez raison, mais pourquoi la réaction de l'autre, elle me gêne? Alors, on va le voir à travers la paracha. C'est-à-dire pour savoir comment sortir de la boucha. Parce que le Rama nous dit ici dans l'Acha, il ne faut pas être mis de Bayesh, d'accord? Il ne faut pas. Mais comment je fais? Parfois, on suscite la boucha. C'est ça que vous voulez dire, Gustave. Pour savoir comment on sort de la boucha, il faut savoir... Oui, oui, on suscite la réaction de l'autre. En vérité, on le gêne. C'est l'autre qui est gêné. Alors, comme il est gêné, c'est de la gave. Alors, comme l'autre, il est gêné, il va me gêner encore plus. Bon, voilà, c'est un peu l'exercice. Le temps avance. Regardez, Rabotai, tout ce que vous dites, c'est juste, hein. Mais voilà, concrètement, maintenant, comment on va faire dorénavant? Alors, dans Tiva Torah, Rav Gabriel Rabinovitch, il fait un constat dans la paracha qui est extraordinaire. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Regardez, si vous voulez bien, au chapitre 6, verset 11. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem parle à Moshe. Mais pourquoi tu dis parce que le Midbayesh, il ne veut pas montrer ses faiblesses. Mais là, je ne montre pas mes faiblesses. Je leur dis, je vous laisse, je vais aller faire la tfila. Ou bien, je mange pas ça parce que, oui, mais c'est cacher. Oui, moi, je veux manger encore plus cacher. C'est pas une faiblesse, au contraire. Au contraire, si j'ai de la gava, je devrais dire, non, moi, je mange pas ici. Moi, je vais à la tfila, vous pouvez tous vous moquer de moi. Au contraire, là, je pense qu'il faut de la gava. C'est la gava qui va le sortir de l'Aïd Baïchout. Alors, pourquoi? Comment? Pourquoi et comment? Regardez, on va le faire dans les psukim. Juste quelques minutes. J'ai lu vos idées, elles sont vraies, elles sont bonnes. Je vais rajouter un petit mot, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Donc, Hachem parle à Moshe et lui dit, Bo daber el Paro melech Mitzrayim, viens, parle à Paro, le roi de l'Égypte. Il demande Rav Rabinovitch, pourquoi ici il y a le verbe bo? Hachem aurait pu dire à Moshe, la Torah aurait pu dire, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem il dit à Moshe, Daber el Paro, parle à Paro. C'est quoi? Va parler à Paro. C'est quoi? Bo Daber el Paro. De même, au Perek Zaïd, au chapitre 7, verset 15, Pasuk Tedvav, Vayomer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, Kaved lev Paro, le cœur de Paro est lourd, mais les shalacham, il refuse d'envoyer le peuple. Lech el Paro, va chez Paro. Pourquoi il lui dit Lech el Paro baboker, va chez Paro? Ine yotse abayma venitzavta likrato, et tu te dresseras à sa rencontre. De même, je lis d'abord les psukim, on va revenir sur l'idée.
De même, au Perek Zayin, Pasuk Chavav, chapitre 7, verset 26, Vayomer, pardon, c'est celui-là. Oui, Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Et de même au chapitre 8, verset, Pasuk Tel Zayin, verset 16, Vayomer Hashem el Moshe Ashkem Baboker, Veitiatsev lifne Paro. Et de même au Perek Tet, Pasuk Aleph, Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Et enfin, au Perek Tet, Pasuk Yud Gimel, Vayomer Hashem el Moshe Ashkem Baboker, Veitiatsev lifne Paro. Il demande Rav Rabinovitch, un Rav qui vit en Eretz Israël, très intéressant dans tous ses livres, pourquoi à chaque fois que Hachem il dit à Moshe de se présenter devant Paro, on va résumer, on a ces trois verbes, Bo, Lech et Itiatsev. Sur ces 6 psukim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que nous avons lus, donc je répète les références si vous voulez voir après, au chapitre 6, verset 11, au chapitre 7, verset 15, au chapitre 7, verset 26, au chapitre 8, verset 16, au chapitre 9, verset 1, et au chapitre 9, verset 13, dans la Torah, on a ces trois verbes, Bo, Lech et les Itiatsev. Pourquoi une fois c'est vient et une fois c'est va? Pourquoi une fois c'est vient et va? Et on a donc on a trois verbes, viens, va et dresse-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces verbes introduisent, c'est toucher l'intérieur des paroles, de toucher son extérieur et ensuite le maîtriser. Ok. J'entends ton idée, mais on va pas aller dans ce sens. Excuse-moi mon cher ami Moshe. Il dit Rav Rabinovitch une idée qui est fondamentale. Akadosh Baruchu. Bon, ça vient lui dire qu'Hachem se trouve. Le comportement sont imposés. Pardon, je finis avec Moshe, je reviens à vous, Madame Tzipora. C'est-à-dire, je viens vers lui, donc je m'impose, je m'introduis, il faut que je rentre en lui. Ok. C'est une réponse, c'est une très bonne réponse, mais je ne vais pas aller dans ce sens. Les comportements s'imposent. Bon, ça vient lui dire qu'Hachem se trouve déjà là-bas, et lui, il dit, viens là. Non, mais il lui dit, Bo el Paro, viens chez Paro. Mais regardez, je ne vais pas analyser une question de temps, la différence entre Bo, Lech et Veit Yatsev. On va faire une idée générale qui touche ces trois verbes. Bien évidemment, il faut comprendre pourquoi une fois il lui dit Bo, viens chez Paro. Une fois il lui dit Lech el Paro, va chez Paro. Et une fois il lui dit Ve nitzavta ou itiatsev et dresse-toi devant Paro. J'ai pas compris. Ah, l'état d'âme de Moshe au moment du tzivouï. Ça veut dire quoi l'état d'âme de Moshe au moment du tzivouï? J'ai pas bien compris ce que vous dites. Excusez-moi, Mechila. Il dit, vous êtes prêts pour décoller, mon Rav Rabotai? Prêt au décollage, il dit Rav Rabinovitch, quelque chose d'exceptionnel. Dans quelle situation se trouve Moshe Rabbeinu? Dans quelle position? Ce que vous dites, on peut le traduire de plusieurs façons. La vôtre, la mienne. C'est quoi dans quelle position? Hachem, il lui parle, et il lui dit, parle à Paro. C'est quoi? Viens chez Paro lui dire. Ou va chez Paro lui dire. Ou bien dresse-toi devant Paro et dis-lui. C'est quoi ces verbes? On n'a pas le temps de s'arrêter sur chaque verbe. Un sens est donné à nos actions. Vous allez voir par exemple que... Bon, on ne va pas dire ça pour l'instant. C'est quoi un sens est donné? Bien sûr un sens est donné à l'action, mais pourquoi Hachem il dit à Moshe, parle à Paro. Pourquoi on a besoin de lui dire va? S'il lui parle, c'est qu'il va aller chez lui, ou qu'il va venir chez lui, ou qu'il va se dresser devant lui. Il va pas parler à Paro en marchant. Il va devant Paro, c'est un roi, comme il dit Rashi dans la paracha. Moshe Rabbeinu, il doit respecter le roi. C'est normal, il va aller chez moi. Vous voulez parler avec quelqu'un, c'est normal qu'il faut aller chez lui, ou qu'il faut venir chez lui, ou qu'il faut se tenir devant lui. Ils servent à rien, ces verbes. Bref, Rabotai. Si on est prêt à décoller, alors écoutons l'idée exceptionnelle. Moi, ça m'a plu de malade. Qu'est-ce qu'il dit Rav Rabinovitch? Donc, vous avez compris, on ne va pas faire un travail singulier sur chaque verbe, mais l'idée générale qui se dégage de ces trois verbes dans ces 6 versets. Moshe Rabbeinu, il va se trouver devant Paro et il va lui parler. Bien évidemment,
qu'il n'y a rien d'anodin. Tout à fait. Alors c'est quoi le nom d'anodin? Mon cher Rabbeinu, laissez-moi une minute, je vous dis l'idée, après je vous lis, je vous écoute. Il dit Rav Rabinovitch, mon cher Rabbeinu, aucune action n'est rien, tout est... bien évidemment, mais pourquoi Hachem lui dit viens? Vous avez raison, mais c'est trop général. C'est-à-dire quoi? Viens chez Paro. Ou va chez Paro. Ou dresse-toi. Vous avez compris la question. Ce que vous dites, ça répond pas. C'est des idées qui sont justes, mais ça répond pas le sens de ces verbes. Hachem, il dit à Moshe, parle à Paro. Ça veut dire que tu dois aller chez lui lui parler. On n'a pas besoin de nous dire. Comprenez la question. Moi, je l'ai trouvée forte. Bon, vous l'aimez pas trop. Bon, dommage. Il dit, dans Tiva Teire, Moshe Rabbeinu, il va se trouver devant Paro. Et on sait qu'entre Moshe et Paro, il y a un bras de fer, ou plutôt un bras ou une bouche de fer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un combat de verbes, de discours entre Moshe. C'est quoi ce travail? Exactement, Meyer, vous avez compris. Pardon, monsieur Meyer. Il y a un travail à faire avant d'aller parler. Avant de parler. Ce travail, c'est Bo Lech Venitzavta. Ça veut dire, entre Moshe et Paro, il va y avoir un bras de fer de verbes. Ça veut dire, il va y avoir un discours. Parfois, on a même l'impression que c'est un discours de sourd. Mais Moshe Rabbeinu, il doit transmettre quelque chose à Paro. À partir du moment où Moshe il se trouve devant Paro, Moshe, il est exposé à un danger qui s'appelle Velo Yidbayesh Mipne Amalagim. Je m'explique. Rabinovitch, il ne dit pas cette phrase. Moi, je voudrais marier ça avec le Rama qu'on a lu tout à l'heure et le Shulchan Aruch. Moshe Rabbeinu, il va se trouver devant un homme. Déjà, c'est une autre personne, premièrement. Deuxièmement, c'est un roi. Pour penser aller parler avec Paro, mais ça répond pas pourquoi ces verbes sont écrits. Hachem, il dit, le verset aurait pu dire, Dieu parle à Moïse et lui dit de parler à Paro. Donc c'est clair qu'il parle au nom d'Hachem. On n'a pas besoin de lui dire Bo, Lech et Venitzavta. Pour ne pas être midbeich. Ça veut dire quoi? Essayons de dire l'idée, Raoutaï. C'est délicat, c'est fragile, mais c'est tellement puissant et amok. Tu vas parler à quelqu'un. À partir du moment où il y a quelqu'un en face de toi, tu es soumis, je dirais pas, non pas à un danger. Il me laisse pas le dire, hein. Ça veut dire que la posture en avant du discours change l'impact du message. Oui, mais encore, c'est pas seulement que ça change la nature du message, ça change la nature de l'émetteur du message. Laissez-moi juste dire l'idée à hôtel, je vous demande une minute. Moshe Rabbeinu, il se trouve en face de quelqu'un. À partir du moment où tu es en face de quelqu'un, tu n'es plus toi-même. C'est d'évidence. Comme d'ailleurs le dit le Shulchan Aruch, le Rama, vous lirez tout le Rama, ce que je vous dis, c'est écrit dans le Rama. À partir du moment où tu es face à quelqu'un, tu n'es plus pareil. Premièrement. Deuxièmement, ce quelqu'un qui est en face de moi, il s'appelle Paro, il est le roi. Et Rashi dit que Moshe doit délivrer, doit exprimer du kavod à la malchoute, à ce roi. Troisièmement, ce roi, comparé à quoi, pardon? À être seul avec seul. Oui, on n'est pas le même lorsqu'on est seul que lorsqu'on est devant quelqu'un. Tout quelqu'un d'autre soit-il. Donc c'est une autre personne. C'est un roi, malchoute, Melech. C'est un roi qui domine la quasi-totalité de la planète. C'est la première puissance mondiale, c'est pas rien. Et en plus de ça, ce roi, et c'est peut-être là le point le plus sensible du discours, c'est que ce roi, il croit pas en Dieu. Il se prend lui-même pour le bon Dieu, comme il a dit Liyeori Ania Sitini. Et peut-être pire que ça, Paro, il a une autre vision du monde, de l'être, de l'existence, du divin.
Donc Moshe Rabbeinu, il va pas seulement dire un message à quelqu'un d'autre, il va rentrer en contact. Il peut lui donner la mort. En plus, il y a la peur, c'est juste. Moshe, il n'a pas peur, il croit en Dieu, mais on ne connaît pas la réaction de ce Maboul parce qu'il est quand même un peu dérangé, ce Paro. En plus, Paro, c'est la chante Péria. Bon, la liste des traits de caractère ou de la caractéristique de Paro que je dis, elle n'est pas exhaustive. On peut en rajouter encore comme ça des tonnes. Donc Moshe, il va se retrouver en un mot, il va se retrouver face à un homme d'une extrême puissance, d'une extrême influence, qui a ce qu'on appelle aujourd'hui, il a une chita différente de la mienne, différente et opposée. Une chita, c'est-à-dire un mode de pensée et un mode de vie complètement différent du mien. C'est-à-dire que Paro, il est par essence l'opposé de Moshe Rabbeinu. Paro et Moshe sont deux êtres à l'opposé. Sans le verbe d'Ajrou, comment Moshe Rabbeinu peut même penser par... Vous avez raison, mais ça n'explique pas le beau, le lech et le veitziatsev. C'est sûr que Moshe il parle au nom d'Akadosh, ça c'est pas shoot. C'est donc aussi comment ne pas... Voilà. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a une certaine réticence. C'est pas seulement qu'est-ce qu'il doit lui dire, c'est surtout que Moshe Rabbeinu, il doit rester authentique à lui-même pour faire ce qu'il a à faire. Voilà, c'est le moi authentique. Moshe Rabbeinu, il faut qu'en aucun cas, et de la moindre particule de son être, il soit dérangé et mitbayesh, qu'il soit freiné et gêné de celui qu'il a en face de lui. Moshe Rabbeinu, il doit rester, oui, vous avez raison, fidèle à la parole d'Hachem, celle qui doit transmettre au Pharaon. Mais plus délicat encore, Moshe Rabbeinu, il doit rester fidèle à lui-même. Et il ne doit en rien modifier sa personnalité, avec tout ce que cela veut dire, Gouf, Ruach, Neshama, etc., face à Paro. Ce schéma Paro et Moshe, c'est le schéma de la vie de tout un chacun. À partir du moment, fait-on le même constat de Moshe face au Béné Israël pour leur transmettre le message d'Hachem? Non, et je ne veux pas en parler, exprès. Et face à Hachem. Vous avez deux très bonnes questions. Est-ce que ce travail il est fait avec les Béné Israël? Je ne veux pas en parler. Pas ce soir. On va pas finir, c'est dommage, mais la question, elle est fondamentale. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de problème, au contraire. Quelle maîtrise de ouf. Voilà. Restez authentique à soi face à celui qui s'oppose à moi. Et celui qui s'oppose à moi, c'est le monde entier. Les maligim ou les gdolim du Mishnah Brura et du Rama, c'est le monde entier. À partir du moment où on est face à, on n'est plus le même. Alors bien sûr, il faut des midot, il faut du derech eretz, il faut du respect. Moshe Rabbeinu, il doit respecter Paro, mais respecter. Et ça, c'est une des grandes erreurs fatales du XXe siècle, c'est que respecter, dans le monde moderne d'aujourd'hui, démocratique d'aujourd'hui, respecter, c'est-à-dire que tu dois faire ce que je veux, comme je veux, où je veux, au moment où je veux, et tu dois penser comme moi. Moshe Rabbeinu, il doit respecter Paro. Respecter, ça veut dire, j'entends, je respecte ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses. Mais, respecter l'autre, ça ne veut aucunement dire que je doive consommer l'autre. Tu penses ce que tu penses, tu dis ce que tu dis, tu fais ce que tu fais. Tu as ta chita. Mais cette ouverte, j'ai pas compris votre question si vous voulez la préciser. Ta chita, je te respecte en tant que Meller.
Nous, Paro, on lui aurait mis une grenade dans la bouche. On lui aurait tiré une balle dans la tête. On aurait même refusé la mission. Moi, je vais pas parler à Paro, mais ça va pas ou quoi? Paro, c'est un baboule. Non, Paro, tu le respectes. Et l'ange du respect de Paro, c'est peut-être pas pour Paro, mais c'est pour moi, pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la maîtrise, tous les mots que vous avez dit sont vraiment Moshe Rabbeinu, il a ici. Respecter l'autre sans pour autant changer, c'est s'ouvrir à la différence de l'autre. Mais en vérité, respecter l'autre, ça ne veut pas dire que j'accepte ce que tu penses. Je ne l'accepte pas pour moi. Exactement. Le respect, c'est pas de la soumission. Je ne l'accepte pas. Mais plus que ça, je ne l'accepte pas même pour toi. Même pas... Mon cher Rabbeinu, il n'est pas en train de dire à Paro, ce que tu dis, c'est juste. Mais moi, je pense autrement. Non, il est en train de lui dire, tu te trompes. Tu dis n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Mais je te respecte. Le respect de Paro, c'est pas seulement de dire à Paro, je pense pas comme toi. C'est d'arriver à dire à l'autre que ce qu'il pense, c'est tordu. Mais ça, je lui dis avec respect. Et si je te respecte, et si je suis en discussion avec toi, ça veut pas dire que je suis d'accord avec toi, ni pour moi, et peut-être encore moins pour toi. C'est ça qui fait Moshe Rabbeinu. Alors là, Kadosh Baruch Hu lui dit, va. C'est-à-dire, il y a un effort, il y a un travail. Attends une seconde. Paro, il est puissant. Pas seulement physique, c'est un philosophe. Paro, c'est un homme qui a des concepts, qui a des idées. Paro, c'est un homme qui sait gérer un peuple pendant des années, des décennies. Le pharaon, c'est un personnage. Et c'est comme, ça veut dire que Paro, d'ailleurs le mot Paro, Priya, c'est pour ça que je vous ai demandé d'expliquer ce que vous voulez dire avec l'ouverture. Parce que par excellence, Paro, ça veut dire ouverture. Peroa, Peraot. On fait la priya dans la Brit Mila. Chaque homme, il a dans sa Brit Mila une priya qui vient de Paro. C'est-à-dire, on a une ouverture. Mais l'ouverture, la tolérance, ce grand gros mot de notre société, la tolérance, ça veut pas dire que j'accepte ce que tu dis pour toi et certainement pas pour moi. C'est ça qui est très fort. C'est moi, je dois rester moi, le moi authentique. Maintenant, je reprends des mots que vous avez dit tout à l'heure. Je dois rester le plus intègre à moi-même. Je vais pas cligner de l'œil ou arrondir une phrase. Je vais pas changer, modifier un micromillimètre de mon être, de ma pensée, de mon mode de vie. Parce que tu es en face de moi. Je vais rester fidèle et intègre à moi-même. Ah, il y a des malaïgim. Monsieur, moi, je te respecte. Je te respecte, ça veut pas dire que j'accepte ce que tu dis. Encore une fois, j'accepte pas ce que tu dis, ni pour moi, ni pour toi. Le Gadol n'est pas là pour nous rapprocher encore plus de notre être vrai. Je veux pas parler des Gdolim. J'ai beaucoup de respect, d'estime et de soumission aux Gdolim. Nous allons voir jusqu'où ça va aller. Si on parle d'un vrai Gadol, alors oui. Il dit Rav Rabinovitch en un mot, mais vous les avez mis dans ceux qui nous freinent. Attention, attention. La nuance, c'est que le Gadol, il vous freine pas. Mais vous êtes freiné devant le Gadol. Pardon, quand je dis vous, je parle de moi. Nous sommes freinés. C'est pas le Gadol qui me freine. C'est la différence certainement extrêmement subtile entre le Gadol et le Mal'ig. Le Mal'ig, il me freine. Le Gadol, je me freine devant le Gadol. C'est pas le Gadol qui me freine. Vous avez raison, le Gadol, il me fait grandir. Gadol, ça veut dire faire grandir. Ça veut pas dire être grand et écraser l'autre. Exactement. C'est pas le même mécanisme de boucha entre le Mal'ig et le Gadol, mais c'est le même état. Et l'état dit que moi, je suis plus pareil qu'en face de moi, il y a un Mal'ig ou un Gadol. Le problème, c'est peut-être pas l'autre. Le problème, c'est pas Paro. Le problème, c'est pas le Mal'ig et le Gadol. Je reste loin du moi authentique. C'est ça la bouche. La boucha, ça veut dire j'étouffe. Je suis introverti. J'étouffe le moi face à une situation. Ou c'est l'autre qui m'étouffe, c'est le Mal'ig, ou c'est le Gadol. Le Gadol aussi m'étouffe. Devant un Gadol, on se sent nul. On est freiné. Il y a celui qui me freine et il y a celui que je me freine devant lui.
C'est pas le même mécanisme, mais au final, c'est le même état, vous avez raison. Tout à fait juste. Je savais, merci monsieur Meyer, je savais que vous allez poser la question. Parce que j'ai dit, je vous ai saoulé comment, mais comment. Voilà. Est-il une personne sans fragilité? Je réfléchis à vos remarques. Existe-t-il une personne sans fragilité? Ah, alors comment? D'abord, avant de continuer dans l'idée, c'est ça les verbes. C'est ça les verbes. Construit. Mais, puisqu'on parle à tout le monde, tous ceux qui ont bien voulu nous rejoindre ce soir, je vous remercie d'être là, ça me permet d'étudier avec vous, de vous dire tous ces chidushim, de les partager. Il nous faut ici, entre nous, une réponse générale. Après, oui, vous avez raison, il y a des gens construits, il y a des gens fragiles, tout ça, c'est vrai. Mais une idée que tout le monde peut entendre, c'est Bo Lech Evenit Savta. Voilà, peut-être qu'il faut de la gava aussi devant l'Egdolim. La gava dans le bon sens. Mais regardez, on va essayer de dire une idée, mais parmi les construits, il y a des failles, oui, bien sûr. Regardez, on va dire une idée. Le Bo Lech Evenit Savta, on va le traduire comme ça. Si on me dit viens, c'est que j'ai une réticence de venir. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a cette réticence? Hachem lui dit viens chez Paro. Quand on dit à quelqu'un viens, c'est qu'il vient pas de lui-même. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il a très bien compris qu'avant d'aller chez Paro, il doit d'abord être clair de ce que lui il est. Viens, va, et Venit Savta, c'est encore plus fort, un thème comme un thème d'Itzavi, Venit Savta, Venit Yatsev. Tiens-toi devant Paro, pas seulement sois fort devant lui. Qui tu es toi devant? C'est pas. D'ailleurs, le Ora Chaim Akadosh, ça me revient. Le Ora Chaim Akadosh, il dit dans la paracha de la semaine dernière, dans Shemot, que un des refus de Moshe Rabbeinu, il a dit Mi-ani Asher Elech El Paro ou Asher Edaber, j'ai oublié. C'est le Hanochi, exactement, merci beaucoup. D'ailleurs, le Hanochi est aussi écrit dans la paracha de cette semaine, mais je ne voudrais pas parler deux fois de Hanochi, effectivement. Alors Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, qui suis-je pour aller parler devant Paro? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ora Chaim Akadosh? Regardez là-bas dans Shemot, j'ai rangé le Ora Chaim, mais... Excusez-moi, oui, je l'ai rangé, bon. Moshe Rabbeinu, il a dit, mais devant moi, il y a un roi. Et moi, devant un roi, je suis rien. Par définition, on est devant un roi. On est devant le président de la République. On est devant un grand personnage. On se sent réduit. Le Rachaim Akadosh, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, arrête de croire que l'autre il est plus grand que toi et que toi que tu es nul. Peut-être c'est le contraire. Toi t'es grand et lui il est nul. Regardez le Rachaim Akadosh, c'est Nora Bayom ce qu'il écrit. Je vous l'aurais lu, mais c'est dommage parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et il y a d'autres textes. Donc ça veut dire, l'enjeu, c'est pas est-ce que je suis plus grand que toi ou je suis plus petit que toi. Moi, lorsque les gens, je parle un peu avec des goyim ou avec des gens qui ont des questions avec ce qui se passe aujourd'hui, et moi, je leur dis, vous savez, ma question, c'est pas de savoir si les juifs, on est mieux que les goïms. C'est pas ça mon problème dans la vie. Je m'en fous de savoir si je suis mieux que l'autre ou si je suis inférieur à l'autre. À partir du moment où je fais la course, je dis, ça, c'est le problème des nations. Ils en ont marre de voir que les juifs, ils sont mieux qu'eux, alors pour se sentir supérieurs, ils vont les écraser, vulgairement. C'est un schéma très général. Mais c'est parce que si ta vie, elle dépend du regard de l'autre, alors dès que l'autre, il est plus grand que toi, ou que toi, tu te sens mieux que lui, ou plus... C'est pas ça. Je dis, moi, mon problème, c'est pas de savoir si je suis plus grand que toi ou plus petit que toi. Je fais pas la course au moi. Moi, mon problème dans la vie, c'est de savoir est-ce que je suis moi. Pas de savoir si je suis mieux que toi. C'est quoi cette question d'Émile? Qui est mieux, Israël ou les nations? Est-ce que les juifs, ils sont plus forts que les goïms? Est-ce que les juifs, c'est l'essentiel? Et les goïms, c'est pas ça le débat. On se trompe de débat. Ou dans un couple. Faisons-le dans un couple. Non, tu me parles pas comme ça. Moi, je suis mieux que toi. T'as rien à me dire. C'est quoi ce délire? Dans la vie, à partir du moment où je regarde si l'autre, il est mieux que moi ou si moi, je suis mieux que lui, alors je suis certainement pas dans le moi. Bon, cher Rabbeinu, justement, il doit pas rentrer. Et c'est comme ça tout le monde. Veloïd Bayesh, Mivnei Maligim. Si tu es mis de baillage devant les maligim, c'est tu penses que ta vie, elle dépend de savoir si toi, t'es mieux que l'autre ou l'autre, il est mieux que toi. Or, c'est pas ça l'enjeu de ta vie.
L'enjeu de ta vie, c'est de savoir qu'est-ce que toi tiens, où. Un chef a écarté ses difficultés. Un chef a écarté. J'ai pas compris, excusez-moi. Je suis désolé, ce soir, je comprends rien. Un chef a écarté ses difficultés. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'est pas dans la vie, dans la course au moi et au toi. Voilà, je voudrais vous lire 2 phrases. Je vous donnerai des références. C'est la question qu'Hachem pose à Adam en lisant où tu te trouves. Exact. En tant que chef, ce sont des difficultés écartées. Vous savez, vous me rappelez, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous avez dit, Madame Tsipora, mais vous me rappelez une Gemara. Dans ma Sechet Sota, à la fin de ma Sechet Sota, la Gemara, elle dit qu'à la fin des temps, Pene Ador qui Pene à Kelev. Les Mefarshim expliquent là-bas, il y a des gens qui avancent dans la vie, mais qui regardent derrière eux. Pour savoir comment les autres, ils les regardent. C'est-à-dire, il est le premier, il est le chef. Mais il est un chef où il regarde derrière lui pour savoir qu'est-ce que les autres, ils pensent de lui. Je suis ce que je suis. En dépendance de ce que tu vois de moi. Et ça, c'est un taout. Je dois être moi en tant que moi, authentique, c'est ça le moi authentique. Alors, il y a... C'est-à-dire, si vous voulez le remède à la boucha, c'est aller vers l'autre à reculons. Non pas pour ne pas rentrer en contact avec lui. Non pas parce que je le respecte pas, au contraire. Je te respecte. Mais ce kavod malchut, il doit en aucun cas avoir la moindre influence, aussi minime et infime soit-elle, sur moi. T'es le roi, je te respecte. Mais toi, tais-toi et moi, je suis moi. C'est le émet du soi. Voilà, il y en a 2 qui sont venus en même temps, c'est le émet du soi. Voilà, c'est ce que j'appelle le moi authentique. Pardon, monsieur Meyer, votre message, il est arrivé derrière. On entend souvent dans les entreprises, perception is reality. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas penser ce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Perception is reality. Il faut vous m'expliquer la phrase et le mot et la culture qu'il y a derrière cette phrase. Perception, c'est la réalité. La perception des autres est la réalité. Ça, c'est le monde du mensonge, par définition. Alors, il est peut-être vrai, entre guillemets. Alors, comment on comprend Ezei, derrière et Shara? Regardez le Maharal, qu'est-ce qu'il dit là-bas, vous allez comprendre. Regardez le Maharal. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Tout simplement, à bataille, c'est dommage, je voudrais vous montrer un texte extraordinaire, 2 textes. Peut-être que dans le business, c'est vrai, on vend qu'est-ce que les gens ils veulent acheter. Mais dans la Avodat Hashem, dans l'existence, perception is reality, c'est un drame. C'est la bombe atomique qui a fait exploser l'humanité. Les gens, aujourd'hui, n'existent plus. Il y a une manifestation, tous les clowns et les cafards de la planète, ils doivent y aller. Pourquoi tu vas? Si tu penses que t'es pas d'accord, mais parce qu'aujourd'hui, on nous laisse pas. Ça, c'est Galut Hadaat. Ça, c'est Galut Hadaat. C'est l'exil de la pensée. On nous laisse pas penser ce qui est bon pour nous. On veut penser à notre place. Et à partir du moment où tu penses à ma place, moi, j'existe pas, je suis le Mitbayesh. Mais toi, t'es pire. Toi, t'es le Malaïg. On appelle ça en français ou du terrorisme. Mais il y a un autre mot en français, plus en psychologie, on appelle ça... Bon, j'ai oublié, bref. Tu m'agresses de la pensée. Tu me violes mon da'at. C'est Nora Ve'ayom. Comment on fait face aux agresseurs de la pensée qui étouffent le moi individuel? L'aliénation, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est bien aussi. Aliénation mentale, l'endoctrine, c'est pas non plus le mot que je cherchais, on va faire de A à Z. C'est de l'agression, on va dire à Botaï. C'est Nora Ve'ayom. Tout ça, c'est juste. C'est pas le mot que je cherchais. Ne m'aidez pas, c'est pas grave. Vous avez compris le Yesod.
Ça, c'est Galout Adat. Ça, c'est Mikot Serouach. Les bénis d'Israël, ils ne pouvaient pas entendre autre chose que Paro. Paro, il avait une telle emprise. Mon cher Rabbeinu, il a vu que Paro, il a une telle emprise. Comme les médias aujourd'hui, comme la société, elle a une emprise. C'est une drogue. On a drogué l'humanité. Comment on fait face à ça? On ne se dépêche pas d'aller vers l'autre, tout autre soit-il. Mais je vais vous dire, je laisse maintenant la société, avec ses maux et ses maladies, c'est comme ça aussi dans le couple. Tu penses, ma femme, mon mari, mon conjoint, c'est comme ça aussi parent-enfant. Mon père, il me dit quelque chose. Est-ce que je dois courir? S'il me demande de lui amener un verre d'eau, je ne discute pas, je lui amène un verre d'eau. Mais s'il me dit, mon fils, tu dois penser comme ça, jusque-là, stop. Aucun homme n'a le droit de dire à son enfant comment il doit penser. Aucune femme n'a le droit de dire à son enfant comment il doit penser. On discute, on invite à la réflexion, on demande aux enfants qu'est-ce que tu en penses, mais on a peur de ça. Vous savez qui c'est qui a peur? Je ne sais pas qui c'est qui a parlé de la peur tout à l'heure. C'est pas le Mitbayesh, c'est le Malaïg. Parce que si je pense pas comme toi, si je suis ce que je suis, alors ça va te déranger dans ce que tu es. Je voudrais vous lire. Je vais vous donner 3 références, mais il n'y a pas qu'une seule conception chez l'humain. Mais justement, c'est ça la différence. C'est ça que moi je dis à l'humanité aujourd'hui, pensez ce que vous voulez, mais laissez-moi penser ce que je pense. Que je pense pour moi. On doit susciter la construction du Koach à Marshava sans imposer de pensée. Je suis pas là. Bon, vous savez que, regardez, je vais vous dire, je suis pas très sûr d'avoir compris que vous avez dit, Madame Bokar, mais je vais vous dire un truc. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas parler à Paro. Mais il lui dit aussi maintes fois, depuis la paracha de Shemot dans Vaera, et bon, il dit, c'est Paro, il va pas t'écouter. À quoi ça sert de dire à Moshe d'aller parler à Paro, si Paro, de toutes les façons, il va pas l'écouter? Je te dis clairement, tu sais, quand tu vas parler avec ton mari va pas t'écouter. Moi, quand j'ai été formé dans un chiour spécial pour les Khatanim, le Rav Domp, grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, il y a de ça, maintenant, quelques décennies, il nous a dit au Khatanim, vous savez, tu vas parler avec ta femme, elle va pas te comprendre. Ta femme, elle va te parler, tu vas pas la comprendre. Mais parlez quand même avec vos femmes. Akadosh Baruch Hu, il dit clairement à Moshe Rabbeinu, tu vas parler à Paro, mais Paro, il va pas t'écouter. Alors à quoi c'est ça que je vais lui parler? C'est un taout. Parle à l'autre, même s'il comprend rien. Pourquoi? Parce que tu parles pas obligatoirement pour l'autre, tu parles pour toi. T'as quelque chose à dire, dis-le. L'autre, il n'a pas compris, l'autre, il n'est pas d'accord, l'autre, il pense que t'as un baboule, et alors moi, j'ai envie de le dire. Je ne parle pas et je n'existe pas à travers ce que l'autre, il pense de moi. Moi, j'ai quelque chose à te dire. T'as compris, t'as pas compris, tu adhères pas, zéro méch, allez. Moi, je te dis moi, j'ai quelque chose à te dire. Le moi, il est parlant. Comment le maître du Hémet, notre père Yaakov, a eu cette crainte devant Esav? Très grande coucha. Je suis dans Moshe Rabbeinu, ça c'était dans Bereshit. Bon, là, les rabotages, je vais vous donner 3 références. Si vous voulez, vous le verrez dans les mots, c'est une question de temps. Il nous faudrait encore 3 heures. Ce Yesod-là, qui est magnifique et exceptionnel. Alors, le travail, pour finir sur l'exercice concret, quand tu rentres en contact avec l'autre, tout autre soit-il, soit-elle, avant de rentrer en contact avec l'autre, tu dois d'abord être clair de savoir qu'est-ce que toi tu es et qu'est-ce que toi tu veux dans la vie. Si tu sais pas ce que tu es, si tu sais pas où il est le mois de la semaine dernière, comment on l'appelait la semaine dernière, le mois, j'ai oublié comment je l'ai appelé la semaine dernière, le mois. Cette semaine, il est authentique la semaine dernière. Intégral, voilà, le mois intégral, merci. Le mois intégral. Si tu sais pas qui tu es, si tu sais pas qu'est-ce que tu veux dans la vie, si tu sais pas te situer dans la vie, alors ne rentre pas en contact avec l'autre. Parce que l'autre, il va te bouffer. Et si l'autre, il te bouffe, t'existes plus. Et t'existeras jamais. Alors j'ai le droit de dire je sais pas. Mais c'est pas parce que je sais, mais je suis clair. Comment concilier avec la notion d'expérience? Pardon, alors question vers question. C'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est encore... Je m'excuse à Monsieur Meyer, je suis parfois un peu direct, mais l'expérience, c'est un gros mot.
je ne sais pas très bien ce qu'on veut dire par l'expérience, mais les parents qui disent à leurs enfants, ou même les rabbinim qui disent à leurs élèves, ou Yemi Sheye qui dit à Mi Sheye, mais c'est moi, j'ai de l'expérience, j'ai déjà fait ça 1000 fois dans la vie, je me suis cassé la figure. J'ai une seule réponse. C'est pas parce que toi tu t'es cassé 1000 fois la figure que moi je vais me casser une fois la figure. Parce que ce qui est pas bon pour toi, il peut être très bon pour moi. Ou bien tout simplement toi, c'est pas ça que tu devais faire dans ta vie. Si tu t'es cassé 1000 fois la figure, peut-être que toi tu dois apprendre de ton expérience que c'est pas ça que tu dois faire. C'est pas parce que tu as échoué là où tu as échoué que moi je vais échouer là où tu as échoué. Peut-être que moi je vais réussir là où tu as échoué. Ce qu'on a le devoir et le droit de faire, c'est de dire aux enfants, de dire au monde entier, attention, là il y a un danger, là il y a un obstacle, là il y a une difficulté, ou là il y a quelque chose, il y a un Edgar, il y a un défi, il y a un challenge. Mais de dire à l'autre, puisque moi j'ai échoué, toi aussi tu vas échouer, ça, dans les mondes d'aujourd'hui, c'est du terrorisme. On est des assaillants, mon ami Raboutaï. On ne laisse pas l'autre exister, comme il se doit pour lui d'exister. Et oui, en tant que parent, en tant que rave, en tant que chef d'entreprise, en tant que... Si l'autre, il fait pas ce que je lui dis de faire, on se sent plus respecté et on ne se sent plus exister. Parce qu'on n'existe soi-même qu'à travers l'autre. Alors si je te dis de faire ce que tu dois faire et tu ne le fais pas, donc moi je n'existe plus. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que tu n'as jamais existé. J'ai le droit de faire part à l'autre. Même les mots obstacle et danger, j'ai même pas envie de les dire. J'ai le droit de dire alors, tu sais moi, je suis passé par là, et là, tu vas rencontrer des phénomènes. Pourquoi tout de suite tu me dis que tu vas rencontrer un problème? C'est pas parce que toi t'as rencontré un problème que moi je vais rencontrer un problème. Mais tu as le droit et le devoir de me dire, attention, tu vas passer par là, sache que par là, il y a des épisodes, il y a des états. Il y a... Mais c'est pas parce que pour toi c'est un obstacle que pour moi c'est un obstacle. Peut-être au contraire. Bien sûr, si tu es en trottinette, alors dès que la route elle est un peu bombée, tu vas te casser la figure. Mais si moi j'ai un 4x4, j'ai un Range Rover, je vais pas me casser la figure. Au contraire. Voilà. Tu as le droit et le devoir de dire, attention, tu vas passer par là, sache que là, il y a tel événement. Tu vas rencontrer telle personne sans me dire du lachonara. Mais laisse-moi décider si ce que je vais rencontrer c'est un obstacle, un problème, ou au contraire c'est une solution et une lumière. Pourquoi tu as décidé pour moi que le problème que toi t'as vécu, ce sera le même pour moi? C'est dramatique, parce qu'on veut que tout le monde soit pareil. C'est l'expérience. Il faut faire attention comment on l'utilise. Bon, Rav et Rabotai, le temps avance, Baruch Hashem. Il y a Ravolbe à la Shalom, il nous a énormément inspiré dans ça. Énormément. Dans ses livres fabuleux, exceptionnels, extraordinaires et fantastiques, Aléchour, volume 1 et volume 2. Je peux passer plus qu'une soirée, mais étudier Ravolbe, c'est tout simplement un des gros travaux de Ravolbe, à la Shalom. Et dans Aléchour, Chelek Aleph, il va ramener 3 textes du Gaon de Vilna. Les 3 textes du Gaon de Vilna, on va pas les lire tous ce soir, ils sont assez longs. Je vais prendre un texte, je vais quand même vous donner les références des 3. Dans Aléchour, Chelek Aleph, ça se trouve à la page 132, 166 et 262. Et dans le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur Michelet, au Pérec 14, verset 2, au chapitre 16, verset 4, au chapitre 22, verset 10, il écrit le Gaon de Vilna quelque chose de Nora Ve'ayom. Il écrit quelque chose de Nora Ve'ayom. Chaque homme, on n'a pas le temps de le démontrer dans le Passouk, chaque homme, Kol Adam, chaque individu, chaque homme, se doit d'avancer, de marcher dans la voie qui lui est nécessaire. Par exemple, tout à l'heure, Moshe, tu as parlé de la gava et d'autres mauvaises midotes. Donc si moi je suis un bal gava, ma avoda, elle doit aller dans le sens de mon défaut et de ma qualité. Et toi, ta avoda, elle doit aller dans un autre sens. Celui qui est avare, celui qui est radin, celui qui est coléreux. Je dois avancer dans la voie qui m'est nécessaire.
C'est-à-dire que si tu me dis de faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que je suis à côté de la plaque. Ça, le Gaon de Vilna, il va l'écrire également au chapitre 16, verset 4, Chanor Lanar, Periktet Zaïd, si je ne me trompe pas, c'est là-bas où c'est écrit Chanor Lanar Alpidarko, Gam Kiyazki Loyasu Mimenu. C'est le Tet Zaïd Bet, celui-là, ou c'est le troisième. Il y a des gens qui éduquent les enfants très mal. Non pas qu'ils deviennent des voyous, mais qu'ils n'éduquent pas l'enfant Birtzot Hashem Darkeish. Alors c'est le troisième, 22-10, Chav Bet Yud, tête. Bon, j'ai pas bien écrit les références à l'ordre du God, mais regardez dans la Volbe, il les ramène. Chacun dans la vie doit avancer dans ce qui lui est nécessaire. Mais comme par exemple dans le régime alimentaire, on vous dit manger tel produit, ça fait du bien. L'autre, il en a mangé, il a crevé. Parce que pour lui, c'était pas bon. Qui est midat bene adam shavim zelazé. Les midot des hommes sont complètement distincts. Il n'y a aucun homme qui ressemble à l'autre dans les midot. Aucun. Ils deviennent des conditionnés. Voilà. Et il dit le Gaon de Vilna, ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. C'est pas tout à fait ça, Rabbi Nachman, c'est pas tout à fait ça. Moi, je dirais ne demande jamais ton chemin à l'autre, parce qu'il n'y a personne qui connaît ton chemin. Oui, j'ai compris que c'est Rabbi Nachman. Oui, je connais cette phrase, mais c'est pas tout à fait, mais ça rejoint. Ça rejoint. Tu risquerais de... C'est pas une mitzvah de s'égarer. Mais bon, ça, ok. C'est une phrase importante. Si on va dans le sens créatif, se donne parfois l'effet inverse. Quelle est la clé? C'est une option, oui. Non, mais c'est bien de ramener, bien sûr. C'est l'aventure du moi. Je vais aider mon enfant à découvrir son propre chemin, ce qui lui est nécessaire. Il y a des parents qui étouffent les enfants. Il y a des professeurs qui tuent des élèves. Et, il dit le Gaon de Vilna, à partir du moment où les midotes des hommes sont différentes, alors les hommes sont différents également dans leur avérote. Là où je dois me protéger, ce n'est pas là où tu dois te protéger. C'est-à-dire que s'il le faut, quand tu dis sur cette route, il y a l'obstacle, le A c'est un obstacle, et le B c'est la solution, ça tu parles pour toi. Mais peut-être pour moi c'est le contraire, le A c'est la solution et le B c'est l'obstacle. Et il dit, dans la vie tu dois avancer dans ce qui est tsarichlo, dans ce qui est nécessaire pour toi, afalpi, shebe'ele abriot oura. Tu fais quelque chose, le monde entier te dit c'est tordu, mais toi tu sais que tu as besoin de ça. Parce que vous avez parlé tout à l'heure très justement. Oh là là, c'est quoi tsarichlo? Chazak. Je vais vous donner un exemple. Très bête, mais très de la vie quotidienne. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des êtres construits. Les autres, ils ne sont pas seulement pas construits, ils sont destructeurs des constructeurs. Ils détruisent ce qu'ils construisent. Ce que les autres construisent. Je vais vous donner un exemple. Admea Vesrim pour tout le monde, que tout le monde ait une longue vie, des enfants, des petits-enfants. Moi, quand j'ai mes enfants qui reviennent à la maison pour les vacances ou les week-ends, les adolescents, ça dort pas. Mais les personnes qui sont plus adolescentes, on n'est pas âgé, on n'est pas vieux, ça dort tôt, surtout que ça se lève très tôt. Ça m'a pris du temps pour me rappeler que déjà j'étais adolescent. Moi-même ado, je dormais pas tard, mais bon, bref, ça c'est mon problème. Mais je dis à mes enfants, il est 1h du matin, moi je dors, vous me réveillez. Voilà. Laissez les ados dormir à 3h du matin, c'est quoi votre problème?
Non, c'est pas bien, il faut dormir tôt. T'as décidé de dormir tôt, pour toi c'est bien d'aller dormir tôt. Vous savez, il y a des gdolim, ils vont dormir à 9h, mais ils se lèvent à 2h du matin. Et il y a des gdolim qui vont se coucher à 2h du matin et qui se lèvent à 9h du matin. Qui c'est qui a dit que c'est bien d'aller dormir tôt? Non, parce que si. Attention si tu dors tard, parce qu'après tu travailles pas, c'est un autre problème. C'est un petit rien du tout ce que je vous dis. Mais il y a comme ça des milliards d'exemples. Ce qui est bien pour les parents est mauvais pour les enfants. Ce qui est bien pour les parents est mauvais pour les enfants, etc. Ah, moi, je me connais. Disons que je me connais. En tout cas, je cherche. Je suis dans le boler Venitzatsev. Venitzavta. Venitzavta. C'est-à-dire, je suis pas obligatoirement construit parce que vous avez dit, Madame Bokara, il y a des êtres construits. Moi, je ne suis pas construit. Mais, j'essaye, je suis en talir de construction, et je me dis, ah, voilà, en construction, voilà, je préfère, très bien. Il y a des êtres qui sont en construction. Il y a des êtres qui sont en recherche de ça. D'apprendre à se connaître, où je suis, ce que j'appelais tout à l'heure la réticence, mais plus précisément, je garde un cran d'arrêt. Je dois aller parler à Paro. Stop, on s'arrête. Où je suis. Vous savez que Ravolme, il dit qu'il faut faire ça même dans la Hamida. Bah, avant Teilot, la Kenelion, où je suis. Où je suis. Qu'est-ce que je suis? Et après, je vais voir qu'est-ce que la Hamida, elle m'a apporté. Si je ne sais pas où se trouve le moi, alors la Hamida, elle va rien m'apporter et Hachem, il va pas me répondre. Parce que ce que je lui ai demandé, c'est pas ça qui correspond à moi. Yatsiv, stable, hein? Comment comprendre? Yatsiv, ça veut dire stable, ça veut dire être debout, ça veut dire être soi. Yatsiv, ça veut dire le moi intégral. C'est comme ça que je le traduis ce soir. Y a-t-il un Emet Yatsiv? Ça commence par le Emet. Oui, mais ça finit par le Yafé. Et Ravolme, il écrit clairement, oui, c'est pas figé, pas du tout. Yatsiv, c'est pas figé. Et d'ailleurs, Ravolme, il dit c'est quoi le Emet? On l'a étudié ce matin avec Rabbi Adam. Et d'ailleurs, il nous dit même dans Aleshur Chelek Aleph, le Emet, c'est justement de ne pas faire comme tout le monde fait. Parce que si tu fais comme tout le monde, t'existes pas. Donc t'es dans le Sheker. Le Emet, c'est justement de s'interroger où je suis. C'est quoi? Comment je me situe par rapport au verbe de l'autre, à l'existence de l'autre. J'ai même pas eu le temps de lire tout le Gaon de Vina. Je voudrais juste finir avec vous avec une phrase du Harizal que j'ai découvert dans un... Mais c'est dommage parce que mon Bechila, j'ai beaucoup abîmé le Gaon de Vina. C'est-à-dire le Gaon de Vina, il dit, donc je prends en compte l'autre si je suis dans le... Pardon, j'ai pas eu le temps de tout lire. Je prends en... Non, Bechila, j'ai pas retenu votre phrase, je m'excuse. Je prends en compte l'autre si je suis dans la Itnagdout. Exactement. J'aime pas tellement le verbe Itnagdout, il est un peu fort, mais effectivement, je préfère dans le moi, je suis dans le Hanochi. Ça veut dire, je m'interroge. D'abord, qu'est-ce que moi je pense de la Souya? Qu'est-ce que je pense? Mais vous avez dit qu'il ne faut pas. Non, alors, pardon, Bechila. Agir en fonction. Justement, oui. Mais c'est pas de la Itnagdout. Mais comment on son propre remède pour devenir fort? Ça c'est toute une avoda, ça c'est tout Ravolmé, ça. Aujourd'hui, il y a aussi Rav Schwartz et d'autres Sfarim. Non, j'aime pas l'Aïtnagdout. C'est pas de l'Aïtnagdout, c'est moi, c'est tout. C'est pas... Parce que si au fond final, je vais penser comme toi, mais j'ai fait ce travail de gestation du moi et de l'idée, peut-être qu'on va arriver à la même conclusion. Mais je suis pas agressé par ce que tu dis, ce que tu vois et ce que tu penses de moi. Je suis moi parce que je dois être moi. Donc je prends... Moi j'aime pas le mot Itnagdout. C'est pas obligatoirement de la Itnagdout. Parce que le mot Itnagdout, il peut être mal compris, mais j'ai compris dans quel sens vous voulez dire. Mais c'est tout simplement, je prends du recul. Qu'est-ce que moi je pense de la Souga? Qu'est-ce que je pense du sujet? Vous comprenez, plus souple que Itnagdout. Il y a Annie, il y a Annie, il y a moi et toi. Ça ne veut pas dire obligatoirement que j'aurai une idée, mais au moins je sais que j'ai pas d'idée et que quand toi tu vas me dire une idée, c'est-à-dire je vais prendre les choses avec du recul. J'entends, je respecte, j'entends. Maintenant je vais réfléchir si ça que tu dis, c'est ça qui me correspond. Et le Gaon de Vilna il dit, et même si l'autre il pense que ce que tu fais c'est ra, va falpi shebene abriotu ra, qui est naviodima outsaïr. Toi tu sais pas qu'est-ce que moi j'ai besoin. Donc de quelle loi tu te permets de dire que ce que je fais c'est pas bien? Attention, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Le chesed, plié mais pas cassé. Le chesed et la déaga, le souci de l'autre, c'est pas de lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. C'est de l'aider à découvrir ce qu'il doit faire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà dit, je ne me rappelle pas si je l'ai déjà dit dans Zoom. Bon, Rabbi Rabotai, il reste 1 minute. Moi, j'ai eu l'occasion des dizaines, des centaines de fois demander à mon Rav Ozenberg, Alav Shalom, Zecher Tzadik Livracha, de lui poser des questions de halacha, de hanaga, de etzot. Vous savez comment toujours il commençait? Il me disait, Emmanuel, ma tachoshev, qu'est-ce que toi tu penses? Voilà. Moi, c'est comme ça que mon Rav, et c'est comme ça que je suis devenu son élève, c'est quand la première fois que je lui ai posé une question, j'avais 13 ans et demi, je lui dis, Rav, j'ai une question, il me dit, qu'est-ce que tu penses? Je dis, mais Rav, si je vous pose la question, c'est pas pour savoir qu'est-ce que je pense. Il me dit, c'est ça, zekanataout. C'est ça ton erreur, c'est que tu penses pas. Après, on va voir si ce que tu penses c'est bien, c'est pas bien, ou je vais t'aider à penser le moi. Bon, Rav Rabotai, je voudrais juste terminer avec une phrase du Harizal que ramène Rav Chaim Cohen dans son livre Akitsu Veranenu Talele Chaim. Le Hari Akadosh, le Harizal, il disait, c'est une idée connue, mais il y a une phrase, comment il formule. Nous savons que toutes les Neshamot, elles se trouvaient dans Adam Arishon avant la faute. C'est qui dans Chazal. Mais qui devait ramener Harizal, Besod Neshamot, Shekulam, Ayuklulot, Adam Arishon. Adam Arishon, il contenait toutes les Neshamot. Parce que sa Neshama, elle intègre toutes les Neshamot. Et lorsqu'il a fauté, alors ça a fait comme un effet, je sais pas quoi, toutes les Neshamot, elles se sont éparpillées. Et chacun chez Kol Echad Metaken Bechina Achat Miapgam. Veyachdav